Las Vegas, c'est la capitale mondiale de la fête. Ici, 360 jours par an, c'est jolies filles, casinos et excès en tout genre. Mais 4 jours chaque année, en janvier, Sin City change de visage et pourrait être rebaptisée Electronic City. Durant ces quelques jours, la ville accueille le CES, le Consumer Electronic Show, le plus grand salon au monde dédié aux nouvelles technologies. Et ce n'est pas tellement par hasard. Bâti au milieu du désert, Las Vegas n'aurait jamais eu le visage qu'on lui connaît sans technologie. Gonzague, le nouveau Game One reporter, a traversé l'Atlantique et le continent américain pour découvrir le CES. C'est un habitué des nouvelles techno, son blog est lu chaque mois par 65 000 personnes. Ça y est, nous voilà à Las Vegas après 14 heures d'avion. Mais pas le temps d'aller se coucher. Avec la nuit, la ville a revêtu ses habits de lumière, en particulier sur le Strip, la plus célèbre avenue de Las Vegas. Depuis une quarantaine d'années, ce long boulevard bordé d'hôtels et de casinos est le centre névralgique de la ville. Pour attirer les touristes, les resorts rivalisent d'excentricité. À grand renfort de technologie, la plupart d'entre eux créent des attractions plus hallucinantes les unes que les autres. Dans cet hôtel, on a recréé des bateaux pirates. Et ici, un volcan entre carrément en éruption 3 fois chaque soir. Mais une des plus célèbres attractions a été créée il y a une douzaine d'années, juste un peu plus haut sur le Strip. Devinez où on est ce soir. On est devant les fontaines du Bellagio. Le Bellagio, c'est un hôtel absolument immense qui vient de faire refaire toutes ses chambres pour 70 millions de dollars. Et la fontaine, c'est le clou du spectacle, c'est assez hallucinant. En fait, on voit rien. Ici, on a l'impression d'avoir juste une surface d'eau. Et derrière, il y a de très très puissants jets d'eau. Et ce qui est passionnant là-dedans, c'est qu'ils ont réussi à utiliser la technologie qui permet de contrôler les jets d'eau, les couleurs et la musique pour créer un vrai show, quelque chose de très joli. Donc, la technologie s'efface au profit d'une fontaine complètement dingue. Pour créer cette chorégraphie, les designers peuvent s'amuser avec les 1200 fontaines du lac et avec 4500 lumières. Ici, la technologie est clairement au service de la création. Le spectacle est vraiment beau, mais il est déjà temps de rentrer pour reprendre des forces, car demain, c'est l'ouverture du CES. Ça y est, c'est le grand jour. Le CES ouvre ses portes dans quelques heures à peine. Gonzague est encore dans sa chambre et il se prépare à partir. Bonjour, bonjour. Ah y est, c'est l'heure de se lever. Allez, entrez à bord. On va se préparer à aller au CES. Donc idéalement, il faut emmener de quoi filmer, faire des photos, placer un ordinateur si on a envie de publier des choses directement depuis là-bas, sachant qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde. Il est normalement conseillé de mettre des baskets. En bon festivalier, Gonzague a déjà son kit CES. C'est beau, hein, regardez, on a eu un beau sac à dos. Alors le problème, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble autant à un sac à dos CES qu'un sac à dos CES. Donc il va pas falloir les garer parce que si tout le monde a le même, je suis dans la merde. Des sous, un appareil photo. Ça, c'est le sésame pour entrer au CES. Sans badge, pas de CES. Sans CES, pas de CES. Va falloir être très motivé avec tous les gens qui vont vouloir faire la même chose que nous, c'est-à-dire entrer. Après une bonne demi-heure de queue, Gonzague parvient enfin à entrer dans un des bus affrétés par les organisateurs du salon. Direction le centre de convention de Las Vegas. Trois halls, près de 170 000 mètres carrés et environ 3000 exposants dont 42 entreprises françaises, Gonzague n'a que 4 jours pour découvrir tous les trésors du CES. Aïe, nous voilà au CES, le vrai, le grand, il y a du monde. Le Consumer Electronic Show rassemble la plupart des professionnels du milieu de l'électronique grand public. Lancé à New York en 1967, il a désormais lieu chaque année à Las Vegas.
C'est vraiment blindé. Les produits présentés ici le sont souvent en version bêta ou test. On peut les découvrir plusieurs mois avant leur sortie. Parmi les hits dévoilés depuis quelques années au CES, on compte rien de moins que le jeu Tetris, le système VHS, le compact disque, le DVD ou la Xbox. C'est aussi au CES que dès 2009 sont présentées les premières télévisions en 3D. Durant ces 4 jours, Gonzague va découvrir et décrypter les grandes tendances de cette édition 2012. Côté ordinateur, cette année, la mode est aux ultrabooks. Des PC toujours plus légers, toujours plus fins et plus performants. Le plus petit fait à peine l'épaisseur d'un magazine. Tu vois un peu l'idée d'avoir des ordinateurs très très fins. Et ça, c'était toute l'évolution de l'informatique de ces dernières années. C'est que les premiers ordinateurs portables, c'était des espèces de briques, on appelait ça des transportables. Maintenant, ça fait 1,5 kg, ça passe dans ton sac et ça tient 5 heures en utilisation. Les produits présentés au CES sont destinés au grand public. Les industriels essaient donc de créer de nouveaux gadgets pour les vendre à des gens qui n'utilisaient pas d'électronique. Une entreprise française a eu l'idée de cibler une population à laquelle on n'associe en général pas vraiment les nouvelles techno, les ménagères. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vendre des tablettes? On est maintenant avec Jean-Yves Epp de chez Cook qui va nous présenter une tablette qui sert surtout dans la cuisine. Cette tablette, elle a été conçue pour être utilisée dans l'univers hostile qu'est la cuisine. Liquide, chaleur, le gras, les machins. Tout. On peut cuisiner avec les doigts sales, on peut renverser de l'huile dessus, on peut renverser de la crème. Ça marche. Ok. Y a aucun problème. Donc ça résiste à tout, ça tombe plutôt bien. On a avec nous du ketchup. C'est vrai que les gens sont du ketchup américain. C'est bien, ça tombe assez bien. On pourrait faire un petit smiley, je crois. Ça va être un peu compliqué. Ah, et ça continue à marcher. Et ça continue à fonctionner. Et puis je suis vraiment un peu gourde, donc j'ai aussi foutu de l'eau dessus. Et ça continue, ça continue à marcher aussi dans les enceintes, etc. Oui, parce que c'est des micro-filtres qui empêchent de passer la goutte d'eau. C'est super sympa de faire la cuisine en mangeant un peu de ketchup. Cette tablette n'est pas faite uniquement pour la cuisine. On peut naviguer sur Internet, jouer ou regarder la télé comme sur n'importe quel autre modèle. Les tablettes étaient d'ailleurs partout au CES et même si la croissance de ce marché devrait ralentir cette année, ce secteur reste l'un des plus dynamiques dans le milieu des nouvelles technologies. Un milieu d'ailleurs encore très masculin. Et pour appâter ces messieurs, quoi de mieux qu'une cuisse bien ferme? Ouais, ça me donne très envie d'un kit de Bluetooth pour ma voiture, mais j'ai pas de voiture. Les marques font aussi venir chaque année des stars au CES. C'est parfois franchement ridicule, mais bon, il paraît que toute publicité est bonne à prendre. Autre star incontournable du salon, Julien Telouk. Gonzague croise le présentateur de Game One sur un stand d'appareil photo. Depuis tout à l'heure, ouais, c'est un peu grand. Hein. Je présente Julien. Hello, enchanté. Julien, c'est JRI justement sur cet événement. D'accord. Il cadre les images, il les ramène à Victo parce qu'il faudra qu'on te présente Victo. Pour le montage. Pour le montage. Et voilà quoi. Ça ok. se passe bien? Ouais, bien et toi? Bah ouais, c'est grand. Oui, c'est un peu grand. C'est grand, il y a du monde. C'est immense. C'est pas la même chose. Julien profite de cette rencontre pour tourner la première interview de Gonzague. Le Game One Reporter doit présenter son coup de cœur du salon tous les jours au JT. On est en compagnie de Gonzague, notre Game One Reporter. Comment ça se passe, Gonzague? Ça va très bien, Julien, merci. Gonzague qui est un spécialiste en nouvelles technologies qui sévit sur son blog gonzague.me. Exactement, je sévis régulièrement dessus et maintenant sur le site de Game One aussi du coup. Gonzague a choisi un petit accessoire. C'est un transmetteur qui permet de relier l'appareil photo à son ordinateur, sa tablette ou son téléphone portable. Il est donc possible de prendre des photos à distance via une connexion Wi-Fi. Est-ce que ça va te permettre, c'est en studio, ton appareil est posé comme ça, tu vas te connecter dessus avec ton iPad et depuis l'iPad, tu vas pouvoir faire déclencher des photos, des vidéos, etc. Bonjour, c'est Captain America. En fait, c'est Gonzague. Vient de s'achever notre première journée réelle de CES. C'était cool, des impressions. On a rencontré Julien Telouk, on a tourné ensemble un petit morceau de son
JT, c'était plutôt cool. On a été visiter beaucoup de stands d'exposants. On a surtout croisé un nombre de gens absolument hallucinant. Beaucoup de choses à voir. Une exposition absolument géante. Donc quand on nous a dit qu'il y allait avoir du monde au CES, c'est-à-dire 170 000 personnes ou plus, ça ne tenait pas du mensonge. C'est plutôt costaud et sympa. Pour continuer à visiter ce truc qui s'étend sur plusieurs halls, nord, sud, est, far west, c'était cool, belle ambiance, les gens sont plutôt sympas, machin. On avait prévu d'aller prendre le soleil demain, mais je crois qu'on va devoir y retourner. Donc on se retrouve demain pour continuer, parce que ce soir on va aller dormir un peu. C'était fatigant. « 6 h du matin à Las Vegas. Le strip est encore endormi. Le soleil commence à peine à pointer le bout de son nez. Après la journée d'hier enfermé au CES, Gonzague s'en va prendre un peu de hauteur et surtout découvrir les incroyables paysages du Nevada. Bonjour. Ça va? Bon alors, l'épreuve de ce matin, parce qu'il est quand même relativement tôt, c'est montgolfière. Sympa. On est loin des équipements high-tech du CES. La montgolfière, c'est le plus vieux moyen de transport aérien au monde. Elle est inventée à la fin du XVIIIe siècle par des Français, les frères Montgolfier. Pour s'envoler dans les airs, la recette est on ne peut plus simple. Il faut un panier en osier, un brûleur et un immense ballon. Il faut ensuite chauffer l'air emprisonné dans le ballon pour déclencher l'ascension. Votre véhicule est prêt, monsieur. Et là, ce véhicule vole. C'est génial. C'est parti, mon kiki. Allez, ciao. Cette promenade dans les airs permet à Gonzague de découvrir l'étendue de la ville de Las Vegas. Au-delà des hôtels s'étale une immense zone résidentielle typiquement américaine. Près de 2 millions de personnes vivent dans l'agglomération. Ce que nous explique le pilote avec qui on est, c'est que il faut évidemment énormément de gens pour satisfaire l'industrie qu'est Las Vegas, le jeu, les hôtels, les restaurants, les magasins. Et ça explique la surface de la ville. And do you live in Las Vegas? Yes. You like it? Yeah. I was born here. Oh, you were born. Has the city changed a lot since? A whole lot. Yeah, it's gotten much bigger, faster. But there's still places you can go, you know, to escape all that. Yeah. On ne dirait pas comme ça, mais Gonzague est un junkie. Il est drogué aux réseaux sociaux et même à des dizaines de mètres au-dessus du sol, il reste connecté. On va regarder ce qui se passe sur Twitter. Nos amis français qui sont aussi au CES sont réveillés comme nous pendant que la France dort. Et c'est toujours sympa de voir où ils se baladent. Une quarantaine de minutes plus tard, il est déjà temps de redescendre sur Terre. Dans 1 heure, le CES ouvre ses portes. L'atterrissage s'effectue en douceur, mais il faut quand même prendre quelques précautions pour descendre de la montgolfière. Both feet outside. Yes. Stay sitting. I stay sitting. Or just go ahead and put your feet on the ground. Just put as much weight back and step down. Good, thanks. Do you need help? No, we're good. Okay. Avant de se quitter définitivement, le guide propose à Gonzague de l'accompagner dans sa caravane. Et on peut dire qu'il a mis les petits plats dans les grands. It is tradition that after every flight we do a champagne toast. Mais nous sommes aux États-Unis et ce toast est un peu particulier. Doug mélange son champagne avec du jus de cranberry ou d'orange. Thank you very much. Santé. Champagne at 8:30 in the morning is a wonderful thing. Il est 8h30 du matin, nous buvons du champagne, tout va bien. Et au pays de l'oncle Sam, la matinée se termine par une prière. God bless America. We have a balloonist prayer Yes. that we say. Prayer goes like this. It says, "The winds have welcomed you with softness. The sun has blessed you with his warm hands. You have flown so high and so well that God has joined you in laughter
and set you gently down into the loving arms of Mother Earth. And then cheers. Cheers. Thanks a lot. Voilà. Après on coupe parce que je vais dire des bêtises. Trop d'alcool. Après cette escapade relaxante, retour dans la folie et l'agitation de Las Vegas. Et nous voilà sur notre deuxième jour de CES. On est juste à côté du stand Kinect de Microsoft, qu'on ira voir aujourd'hui, mais aussi on va aller voir plus de choses concernant le gaming, puisqu'après tout Game One est quand même une chaîne qui concerne les jeux vidéo. Principale nouveauté de Microsoft au CES, la compagnie annonce le lancement de Kinect pour PC. Il s'adresse pour le moment surtout aux professionnels qui peuvent développer de nouvelles applications, bien au-delà du gaming. On peut donc s'attendre à voir fleurir des applications comme celle-ci. Elle vous permet d'entrer dans une boutique virtuelle et d'essayer des tenues sans avoir à passer par la cabine d'habillage. Ah, c'est parti. On est avec Rosé de chez Microsoft qui va nous parler un petit peu de Kinect pour Windows, puisqu'on connaît bien Kinect sur la Xbox, mais il y a cette alternative qui arrive très bientôt et on n'a pas encore beaucoup de détails sur le sujet, donc voilà, vous poser quelques questions. Hello José. Hello. Can you tell us a bit more about Kinect for Windows? What is it going to bring? When is it coming out? Etc. etc. Sure. Here at the CES show, we announced the Kinect for Windows commercial program. On February 1st, Microsoft will start selling the tools and the hardware so that we can harness the power of Kinect. People have created different things. Hospitals are using Kinect for rehabilitation. Companies are using Kinect to train their workforce. And we want to see more of that. So with that, people will start using Kinect to create programs that they can sell and that they can commercialize. Thank you very much, José. Bye-bye. Thank you. Impossible de se rendre au CES sans accorder une attention toute particulière aux nouvelles télévisions. Et cette année, l'offre est impressionnante. Véritable star du salon, ces écrans OLED extra plats. Ils devraient être commercialisés d'ici la fin de l'année, mais il faudra quand même compter environ 10 000 € pour s'en procurer un. Les constructeurs dévoilent aussi de nouveaux téléviseurs ultra haute définition baptisés 4K. Mais pour observer tous ces écrans, il faut être patient. Très patient. Autre constat, la frontière entre télévision et ordinateur continue de se réduire. Une des choses intéressantes dont on parlait, c'est les Smart TV, les télés intelligentes sur lesquelles on peut charger des applications. Samsung donne un exemple parfait avec tout cet ensemble de choses qu'on peut avoir sur sa télévision. YouTube, c'est le truc simple qui existe déjà sur certaines, mais le Time, Facebook, Twitter, etc., ça c'est nouveau. Cette marque propose déjà 1400 applications pour les télés. Par contre, on les ouvre avec une télécommande car ces écrans ne sont pas encore tactiles. Alors là, il y a autre chose qui est pas mal à voir, c'est ce qui s'appelle les Smart Stations. Ce sont des écrans qui servent de hub sur lesquels on peut connecter tout un tas de choses, mais surtout qui se connectent de façon sans fil à l'ordinateur. Donc là, les seuls fils qui sont connectés sont pour brancher des accessoires, mais l'ordinateur émet une image directement vers l'écran, sans fil, qui le connecte à tout ce qui est branché sur l'écran en USB. Donc en gros, on arrive à la maison, on pose son ordinateur portable, là, qu'il est connecté à l'écran. Pas mal, ou au bureau. Mais le véritable coup de cœur de Gonzague sur le stand des écrans est un peu plus loin. C'est un écran, une télé, qui marche dans une vitre. C'est-à-dire qu'on peut voir ce qui se passe derrière. Si on s'approche un peu plus près, on voit que c'est pas juste un autocollant puisque l'horloge tourne. On peut fermer carrément les volets de la maison, hop, et on voit plus ce qui se passe derrière. C'est ça le futur. Le CES rassemble cette année près de 153 000 personnes venues du monde entier. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles. Côté gaming, il y a beaucoup de monde sur ce stand pour essayer la PS Vita, présentée au CES plus d'1 mois et demi avant son lancement européen. Ce qui la distingue des autres, c'est surtout son écran tactile OLED de 5 pouces super lumineux. Elle est aussi équipée d'un pad à l'arrière, ce qui permet de développer de nouvelles façons de jouer. Kyle présente à Gonzague tous les petits plus de cette nouvelle console. For those gamers of you out there, this right here, give me a second analog stick. I can now play my adventure games, my shooters. I can get out there and have an absolute ball. So one on the left, one on the right side. One on the left, one on the right. So you're playing like this. You can hop in there, play your first-person shooters. Okay. You can play Uncharted, your adventure games. We put a camera on the front, so there's a camera right there. Put another camera on the back that's right there.
Enfin, la Vita est aussi un véritable concentré de technologie. Elle propose du Wi-Fi, du Bluetooth et un GPS, mais surtout une connexion 3G dans sa version haut de gamme. Au CES, on n'arrête jamais de marcher et toutes ces découvertes, ça donne faim. J'ai envie de dire, ça sent la bouffe. Mais vu la taille du salon, impossible de prendre le temps de faire une vraie pause. Une petite pizza et ça repart. Ces petits objets sont bien plus originaux qu'ils n'y paraissent. Ils sont réalisés par une imprimante en 3 dimensions, créée par une entreprise française. On peut envoyer à Sculpteo des choses qu'on aimerait voir sculptées en 3D, comme par exemple une tasse avec pour effigie les lignes de son visage. Vous ne me reconnaîtrez pas de profil car ce n'est pas moi. Ou d'autres objets assez divers et variés. Ils ont lancé une application iPad qui permet de faire des petits objets personnalisables comme celui-là, ou alors comme ça qui est un peu plus complexe. D'autres qui sont carrément peints. La qualité est assez impressionnante et les applications sont variées. Par exemple, vous allez lancer un objet, vous avez besoin d'un petit prototype pour pouvoir le montrer sans l'avoir fabriqué. Ils vont être capables de le fabriquer. Pour faire imprimer son objet, il faut d'abord envoyer par Internet le projet graphique. Ensuite, la machine fonctionne en collant des couches de plastique ou de résine. On ne peut pas la voir à l'œuvre sur le salon car elle est beaucoup trop grosse, mais cette vidéo explique le processus. Pour alimenter le site de Game One, Gonzague réalise chaque jour des vidéos sur ses découvertes au CES. Aujourd'hui, il a choisi ce stand. Alors maintenant, on est sur le stand de Whythings, qui est une boîte française, et sur laquelle on a décidé de faire notre petite vidéo du jour pour le blog de Game One, parce qu'ils font vraiment des produits intéressants liés à la santé. Et ça, c'est encore plus pour moi l'avenir que la 3D et les Smart TV. C'est parti. Bonjour Cédric. Bonjour Gonzague. Est-ce que tu peux te présenter? Cédric Hutchins, je suis cofondateur de Lucy. Alors, qu'est-ce qu'on a comme objet à voir aujourd'hui? On est juste devant un baby monitor. Ce moniteur pour bébé permet aux parents de surveiller leur enfant depuis un smartphone grâce à une application. Il est sensible au bruit, au mouvement, mais aussi à l'hydrométrie de la pièce. Dès que quelque chose ne va pas, une alerte est déclenchée sur le récepteur. Et ce n'est pas tout, on peut aussi parler à son bébé à distance ou lancer une berceuse. Malheureusement, le baby monitor ne change pas encore les couches. Pour faire partager ses découvertes avec les téléspectateurs de Game One, Gonzague rejoint les 5000 journalistes, blogueurs et analystes du CES dans une immense salle de presse. Il se réserve chaque jour un moment pour uploader ses photos et ses vidéos sur Internet. Les technologies, c'est bien beau, mais il n'y en a pas toujours eu à Las Vegas. Gonzague décide de quitter la ville pour découvrir les environs. Las Vegas est construite dans un des milieux les plus arides au monde, le désert de Mojave. C'est ce qui rend son édification encore plus impressionnante. Ici, il pleut en moyenne 10 cm par an et l'été, la température dépasse souvent les 40 degrés. Pour mieux se rendre compte de ces conditions extrêmes, Gonzague part découvrir le mode de vie des cow-boys d'autrefois dans un des nombreux ranchs de la région. Alors, comme Las Vegas, c'est une ville qui est sortie du désert, on a décidé d'aller voir l'autre côté de Las Vegas, le côté où il n'y a pas de building, où il n'y a pas de casino, il n'y a pas de poker, mais des chevaux. On est dans une réserve indienne qui est à 1 heure de route de Las Vegas. Donc c'est vraiment dans la même zone et qui est toujours entourée de montagnes, exactement comme la ville. Et c'est le vrai désert. Le sol là, ici, c'est pas du truc qui a été construit pour faire beau pour les touristes. C'est le vrai désert. Donc on va faire du cheval. C'est là que je me rate. Do I hold here? Yeah. Thank you. There we go. All right. This one is not. Give me Grâce à la présence d'eau dans ses sous-sols, Las Vegas est devenue la principale halte sur la route reliant Salt Lake City à Los Angeles. Une route essentiellement empruntée par des aventuriers et des chercheurs d'or. Les premiers colons s'installent vers 1905 et dans un milieu aussi hostile, il faut bien s'adapter pour survivre. Le musée d'État du Nevada revient sur cette histoire très particulière. Dennis McBride est conservateur au musée et selon lui, c'est bien la technologie qui a permis à la ville de Las Vegas de se développer. The Las Vegas everyone in the world knows today bears absolutely no resemblance to the town that started here in 1905.
There were farms and ranches, there were cattle. If it hadn't been for modern technology, Las Vegas would not have grown, it would not be livable. Première avancée technique indispensable, le chemin de fer qui relie Las Vegas au reste du monde. Puis il y a la construction et le développement de l'industrie atomique qui donne du travail aux habitants et apporte la prospérité à la ville. Mais Gonzague n'en est pas encore là. Il continue sa promenade et à vrai dire, il est quand même plus à l'aise devant son ordinateur que sur un cheval. That's the part where it's difficult. Fuck, fuck, fuck. Même s'il n'est pas encore un véritable cow-boy, cette escapade permet à Gonzague de réaliser ce qui a changé depuis un siècle. Ce qui a beaucoup changé entre la vie des gens qui vivaient de façon cow-boy et de façon actuelle, c'est que on a ajouté des volants et on a des voitures. Non, on s'est compliqué la vie. Là, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel. C'est quelque chose de vrai, alors qu'avec les villes, on a écrasé la nature. Pour tous les Américains, le Grand Ouest évoque le mythe de la frontière. Une délimitation mouvante et abstraite entre le monde civilisé et la vie sauvage. Au XIXe siècle, un historien affirme que l'esprit de la frontière a entièrement façonné la société américaine. Les pionniers ont vécu dans un monde vierge qu'il leur a fallu conquérir en faisant preuve d'esprit d'initiative et d'innovation. Cet esprit, on le retrouve aujourd'hui dans les avancées technologiques. Retour à Las Vegas. Ce soir, Gonzague part découvrir la rue Fremont, une rue connue dans le monde entier pour le show Viva Vision, diffusé sur un écran gigantesque. Ce soir, on est sur Fremont Street, c'est l'écran le plus grand du monde. C'est absolument immense, 12 millions de LED et ça commence maintenant. Je suis ce soir avec Thomas Bruni, qui est le directeur marketing de Fremont Street. So this is where the first hotels and the first casinos in Las Vegas started. Why was this installed and when was it done? The downtown hotel casino owners got together and in 1995 they decided to close four blocks of Fremont Street, and as an attraction they decided to build a electronics-based video screen. And you told me the number of LED lights? 12.5 million LED lights, and then the street is augmented with a sound system, a 550,000 watt sound system. So the shows that play hourly are both visual and audio experiences. That is really crazy. If you would like, I can take you to the control room. That would be we'll very show nice. how the Viva Vision screen operates. I'd love that. Can you go? Yeah. Okay, cool, thanks. Fremont Street se situe dans le quartier historique de la ville. Dans les années 80, face à la concurrence du strip, ce district perd de son lustre. Les commerçants de la zone créent alors leur propre spectacle pour faire revenir les touristes. Hey Ron, what's happening tonight? We have some people from France here. Oh. Hi, nice to meet you, Gonzague. Nice to meet you. So this is the place where you run the shows? Yes. That's massive. I love technology, so this is kind of like, this could be my room. So you have songs running and everything is different each evening? We play the same show every night, but different show every hour. Dans cette salle de contrôle, des écrans représentent les panneaux installés dans la rue. Ils permettent de prévisualiser tout ce qui est diffusé, les spectacles comme les publicités. Le dispositif de Fremont Street est géré par 8 ordinateurs très puissants. L'installation a coûté la bagatelle de 17 millions de dollars. Quelque chose qui pourrait avoir l'air simple de l'extérieur, parce que ça a l'air d'être un très grand écran. Et en fait, cette partie différente, contrôlée par beaucoup d'ordinateurs qui mettent ensemble de la vidéo et de la musique, c'est très impressionnant et je trouve qu'ils ont joué un bon coup là-dessus. C'est une bonne carte pour attirer des gens dans cette partie de la ville qui est moins connue désormais. Hello,
c'est Gonzague, on vient de rentrer de notre deuxième jour de CES, c'était encore plus fatigant qu'hier et j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ça, plus l'impression de prendre 10 kilos par jour en mangeant dans les restaurants. On est tous rentrés bien crevés, mais la journée était plutôt sympa, on a vu des jolies choses, donc ça vous aurez l'occasion de le découvrir dans nos diverses vidéos. En attendant, on va aller se prendre une petite nuit de sommeil bien mérité et demain matin, petit déjeuner avec l'équipe de Julien Tellouk, ça va être sympa. Voilà, bonne nuit. Après un vrai breakfast à l'américaine, Gonzague embarque avec l'équipe de Game One, direction le CES pour la 3e journée du salon. Derrière moi, il y a la zone gaming du CES. Moins de choses que ce qu'on pourrait voir à l'E3, mais je pense que ça va être assez intéressant. Et je te propose qu'on y aille tout de suite. Dans cette partie du salon, on trouve un tas d'accessoires et de goodies pour les gamers. Pas de grosses annonces ni de nouveaux jeux vidéo, mais de quoi s'en mettre plein les yeux. Ceux de Gonzague pétiguent, en particulier lorsqu'il tombe sur le fauteuil de ses rêves. Je crois que j'ai trouvé mon futur bureau. Regarde. Oh. Bon, ma station d'UV ici, c'est très très sympathique. Et ça, c'est la hauteur des écrans. Bye bye! On est bien là, on est bien. Et après, tu peux aussi allonger ton siège. Ah là là. Je veux. À 6 000 $ le fauteuil sans écran, mieux vaut se rabattre sur des accessoires un peu plus abordables. Mais le CES regorge de pépites et quelques mètres plus loin à peine, Gonzague a déjà repéré autre chose. Oh là là. Ça m'a l'air intéressant ici. Regarde-moi ça. Autre fauteuil impressionnant, ce siège de voiture. En réalité, le constructeur ne vend que les pédales et le volant. Mais quel volant! Avec 25 boutons de contrôle, il est une véritable réplique de celui de la Ferrari utilisée par Alonso ou Massa. Pourquoi ils vont beaucoup plus vite que moi? Qu'est-ce que j'ai raté là? Ah! Wow. C'est très mal parti. Je crois que je suis une catastrophe au volant. Après ça, plus personne ne va vouloir que je conduise. Bah, c'est vrai que là, dans l'immersion, on peut pas rêver mieux, quoi. Ah non, c'est génial. C'est génial, sans le coup de cracher la voiture en réalité. Mais je suis pas un bon conducteur. Et sur cette version-là, on a mis les palettes au niveau du volant, parce que comme vous l'avez vu, les pilotes de F1 ne quittent jamais le volant. Donc là, vous avez les palettes pour faire le moins d'efficacité possible. C'est hyper réaliste, c'est-à-dire que pour ceux qui ont connu les premières générations de volants et de ce style, volant pédalier, au début il n'y avait pas les vibrations, puis après il y a eu les vibrations, mais c'était pas du tout fin, et là il y a quelque chose d'une interaction complète avec ce que tu vois à l'écran et l'impression d'être sur un terrain. C'est très bien fait. Aujourd'hui, Gonzague quitte le CES de bonne heure pour aller découvrir d'autres aspects de la ville de Las Vegas, en cherchant toujours les innovations technologiques qui se cachent derrière les attractions pour touristes. Pour avoir une vue d'ensemble, quoi de mieux que l'espace aérien? On est parti faire un petit tour d'hélicoptère au-dessus de Las Vegas. Ce tour d'hélicoptère survole le Strip, ses hôtels et ses casinos. Avec plus de 120 000 chambres disponibles, Las Vegas est la première ville hôtelière au monde. Pas étonnant qu'un salon comme le CES l'ait choisi. De retour sur la terre ferme. C'est génial, j'avais jamais fait d'hélicoptère. Et le strip vu de haut, ça donne un autre côté. On voit aussi le côté technique des hôtels et des bâtiments. Et aussi la taille du truc, c'est vraiment grand. C'est pas trop court. Le vol est un peu court, parce qu'apparemment ça devait durer 15 minutes, mais le ressenti, on a l'impression d'en faire 5 minutes. Mais c'est comme tous les trucs qui sont pas mal, on aimerait en faire plus. Retour sur le Strip. Le Venetian est l'un des hôtels les plus connus de Las Vegas. Avec son voisin le Palazzo, il forme le deuxième plus gros complexe hôtelier au monde.
Il s'inspire de Venise en Italie, sur sa façade comme à l'intérieur, où les concepteurs ont même recréé la célèbre place Saint-Marc. Car oui, ici nous ne sommes pas sur le Strip, mais bien à l'intérieur d'un hôtel. Nous voici maintenant au Venetian Hotel, qui est aussi un casino, mais qui est plus particulièrement connu pour quelque chose de très très particulier, ce sont ses canaux. C'est une sorte de reproduction grandeur nature, plus ou moins, de ceux de Venise, avec des milliers, voire peut-être même des millions de litres d'eau, un faux plafond en ciel. Alors suivez-moi, on va aller découvrir ça. On a dû attacher les ceintures de sécurité. Je ne sais pas ce que ça fait si le bateau se retourne. Non, c'est vraiment bien fait. Je suis encore jamais allé à Venise, donc c'est un début. Ouais, enfin à Venise, il faut quand même pas exagérer. Si le Venetian est un des plus grands hôtels au monde, c'est aussi un des plus kitsch. À Las Vegas, les promoteurs immobiliers ne reculent devant rien pour appâter les touristes. Mais au moins, avec les millions de dollars de cette industrie, les ingénieurs peuvent se lâcher et, à défaut de faire de l'art, réaliser des prouesses technologiques. La technologie, c'est forcément un plus pour le tourisme. Ça permet aussi de contrôler des univers assez particuliers comme ceux-ci, qui sont la reproduction en intérieur de trucs qui est fait pour être à l'extérieur. Il y a la technologie partout dans le bâtiment. Ils ont des capteurs dans les plafonds, dans les murs, il y a des caméras de sécurité. Tout ça, ça permet de gérer le bâtiment au mieux. Par exemple, ils peuvent savoir si l'eau du canal est en bon état et s'il faut faire intervenir des composants chimiques pour la rendre plus propre. S'il fait trop chaud, pour faire intervenir la climatisation. S'il y a trop d'humidité, s'il y a trop de CO2 dans l'air, etc., etc. Le tour de gondole coûte environ 12 €, un peu cher pour une promenade de 10 minutes. Pourtant, l'attraction marche très bien. Le Grand Canal accueille jusqu'à 1200 personnes par jour sur les gondoles. Comme quoi, à Las Vegas comme ailleurs, le kitsch est très rentable. C'est tellement émouvant que Gonzague en perd son latin. So il est vraiment bien meilleur que moi. Je vais pas chanter, il va pleuvoir. À Las Vegas, tous les hôtels sont démesurés et spectaculaires. Mais la ville est aussi connue pour les shows uniques au monde qui se jouent à l'intérieur des théâtres. Depuis 1993, le Cirque du Soleil est incontournable à Las Vegas. L'entreprise québécoise présente 8 spectacles permanents dans la ville. Parmi eux, Love rend hommage à l'œuvre des Beatles. Gonzague a pu obtenir un accès exceptionnel dans les coulisses de ce spectacle, quelques heures avant la représentation. On est maintenant à l'intérieur du théâtre qui se trouve lui-même dans un hôtel. C'est une des particularités de Las Vegas. Chose intéressante qu'ils nous ont expliqué, c'est que pour les nouveaux hôtels, les théâtres sont carrément construits autour du spectacle, parce que le Cirque du Soleil a besoin de place pour les machines, pour les lumières, etc., etc. Celui-là servait avant à 2 magiciens très très connus à Las Vegas et a été adapté au cirque. On ne pourra pas tout vous montrer, puisqu'évidemment le Cirque du Soleil garde certains secrets. Ça promet d'être très intéressant, alors suivez-nous. Le Cirque du Soleil est une des plus grandes compagnies artistiques au monde. Il emploie environ 5000 personnes aux 4 coins du globe. Parmi elles, plus de 1300 artistes, acrobates, jongleurs, danseurs ou comédiens, toutes les spécialités de la scène sont représentées. Rien que sur le spectacle Love, il y a 70 artistes sur scène. Et chacun d'entre eux a une ou plusieurs tenues. Ça donne beaucoup de travail au service pressing. Je vous parlais des backstage du Cirque du Soleil. Là, on est vraiment dans l'antre, puisqu'on est juste à côté de la scène, mais en même temps dans des choses que personne ne voit au quotidien. Il y a une partie d'ici qui sert pour les habits, et une autre partie qui est vraiment très impressionnante, ce sont les accessoires qui sont entièrement créés pour et par le Cirque du Soleil. Le niveau de finition est hallucinant. La plupart des objets sont statiques, mais il y a aussi tous ceux qui se déplacent sur scène automatiquement. Et là-dedans, le Cirque du Soleil fait beaucoup d'efforts pour intégrer de l'électronique, des petites machines à vapeur miniatures dans des parapluies, il y a des petits trains qui se conduisent tout seuls autour de la scène, etc., etc. C'est là que la technologie aide aussi le spectacle. Hommage décalé aux Beatles, 4 coccinelles font le show sur scène. Encore un objet qui a l'air un petit peu artisanal,
Et moi qui aime beaucoup les voitures, je suis content de voir ici une Volkswagen Beetle. Il faut savoir que même si elle a l'air fragile, donc elle a encore entièrement été faite à la main par le cirque, les artistes peuvent monter et danser dessus et elle est entièrement électrique. Gonzague s'apprête à rejoindre le théâtre pour assister au spectacle. La place coûte entre 75 et 120 €, une somme conséquente. Pourtant, à chaque représentation, la salle est presque pleine. 2 représentations par jour, 6 jours par semaine pour Love. Depuis sa création il y a 6 ans, le show a déjà été vu par près de 2 millions de personnes. L'idée du spectacle est venue d'une amitié personnelle entre l'ancien Beatles George Harrison et Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil. Au Cirque du Soleil, la technologie est partout, même si les spectateurs ne s'en rendent pas vraiment compte. L'œuvre repose essentiellement sur la musique, et pour s'assurer de son bon déroulement, rien n'est laissé au hasard. Gonzague va rencontrer Danny Racine, l'ingénieur du son en charge du spectacle. Est-ce que la technologie joue un rôle important dans ce que tu fais et dans l'œuvre du Cirque du Soleil en général? La technologie est extrêmement importante, du fait que ça permet de créer la vision du metteur en scène, des concepteurs, que ce soit pour la projection, pour l'éclairage, le son. Très important que la technologie soit au service de la vision des créateurs et non le contraire. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Ce montage sonore mixe les plus grands tubes des Beatles. Il a été créé par Sir George Martin, l'ancien producteur du groupe. Le spectacle a remporté 2 Grammy Awards. Pour mettre en valeur la musique, il y a 6000 haut-parleurs dans cette salle. Chaque spectateur a 3 enceintes pour lui tout seul, 2 derrière lui dans la mousse du coussin de tête et un autre caché dans le siège de devant pour avoir le son de face. Est-ce que si tu as un problème avec un ordinateur, parce qu'on sait que finalement l'informatique c'est pas toujours totalement fiable, comment tu fais pour continuer le spectacle? Donc ici on a un système principal ici qui joue pour le spectacle. Si l'ordinateur a un problème ou s'il y a un problème avec le contrôleur, on peut aller sur le deuxième, sur Live B ici. Et si nos écrans tactiles ici arrêtent de fonctionner, on a un autre système ici. Pour Gonzague, c'est déjà presque la fin de l'aventure. Il ne lui reste plus que 24 heures pour profiter du CES et de Las Vegas. Oh pardon, j'étais en train de regarder où j'allais prendre mon petit déjeuner demain. S'achève aujourd'hui notre 3e jour de CES. Comme hier, nous sommes fatigués, mais on a fait des choses un peu différentes aujourd'hui. Nous sommes allés faire de l'hélicoptère au-dessus de Las Vegas, c'était sensationnel. Nous sommes ensuite allés à une répétition du Cirque du Soleil pour leur spectacle Love, qui est inspiré des Beatles. Je ne peux que vous recommander d'aller le voir, c'est colossal. Et puis ce matin, pour revenir d'ailleurs sur cette partie un peu courte, on a été voir la section gaming de façon plus approfondie, qui n'est pas très grande, et on a découvert des choses sympas. On a rencontré d'ailleurs encore des Français, de Trustmaster, ils nous ont fait essayer un jeu de Formule 1 dans lequel je me suis ridiculisé. Donc sur ce, j'ai besoin de remettre mon quota de ridicule à 0. Je vais aller dormir et je vous dis à demain. C'est le dernier jour du CES. Pour avoir une vue d'ensemble de cette cuvée 2012, rien de tel qu'un spécialiste. Olivier Ezrati est un expert en stratégie de l'innovation. En fait, observer le CES, c'est comme observer un grand banc de poissons. Ils se suivent les uns les autres. On ne sait pas forcément qui est le leader, même s'il y a une grosse baleine devant qui s'appelle Apple et à côté l'autre qui s'appelle Google. Et on voit un petit peu comment le banc de poissons évolue d'une année sur l'autre. Le CES, finalement, c'est une sorte de photographie à l'instant T, début janvier dans l'année, de ce banc de poissons. L'intérêt d'avoir un salon à un instant T tous les ans, eh bien, c'est de comparer la forme du banc de poissons d'une année sur l'autre. Les grosses tendances que j'ai observées cette année, c'est une sorte de gel
de la télévision connectée. C'est-à-dire que la télévision connectée, elle pourrait évoluer dans plein de directions possibles. Il y aurait eu une direction qui aurait été, par exemple, d'avoir Google TV sur l'ensemble des télévisions. Or, ce n'est pas le cas. Ça reste un marché où chaque constructeur a sa propre offre de logiciels, de contenu, et donc, finalement, on a un marché qui est relativement gelé de ce côté-là. À côté de ça, on a des marchés qui évoluent plus vite. On a, dans un domaine qui est un peu particulier, qui est celui de la photo, qui m'intéresse beaucoup, une évolution graduelle qui voit les réflexes perdre un petit peu de leur lustre au profit de ce qu'on appelle les appareils hybrides qui n'ont pas de miroir et qui donc sont plus simples à utiliser. Chaque domaine voit ses évolutions. Je peux donner un autre exemple qui est une évolution très marquante d'une année sur l'autre au CES. Les cadres photo numériques ont disparu. C'est bête, hein? Il y en avait plein les années précédentes, ils ont disparu. Pourquoi? Parce que les tablettes ont pris leur place, tout simplement. Et ça, on le voit sur le salon. Et il y a quelques absents. Alors, Google n'a pas de stand, Apple n'a pas de stand, mais il faut savoir que Apple est présent nulle part. Et le paradoxe, c'est qu'Apple est présent partout, puisqu'on peut considérer que quasiment la moitié des stands sur le CES ont des produits périphériques à l'iPhone, à l'iPad, voire au Mac. Donc Apple est là sans être là. Depuis 7 ans, Olivier sort chaque année un rapport très complet sur le CES. Il écume donc le salon de façon presque exhaustive. Cette année, il a eu un coup de cœur pour une petite start-up française. Alors il y a un truc intéressant à voir au CES, c'est ePown. C'est probablement un des rares trucs vraiment innovants qu'on trouve nulle part ailleurs. Il n'est pas copié par les Chinois, il n'est pas dans les grandes sociétés. C'est une tablette de jeu qui sert à faire de la réalité augmentée. Ça ouvre la porte à tout un tas de nouveaux jeux. Très interactif, on va pouvoir mélanger le réel et le virtuel. Notre objectif, c'est d'avoir le meilleur du jeu de société, en pouvant toucher des vrais objets, des petites figurines, on va pouvoir s'approprier et les faire évoluer sur un monde virtuel. Ce plateau interactif tourne grâce à un téléphone intelligent ou à une tablette. Les jeux seront donc téléchargeables comme n'importe quelle application. La commercialisation est prévue pour fin 2012, mais les concepteurs d'ePown ont déjà en tête de nouveaux développements. En voici un avant-goût en exclusivité. Dernier point, ça c'est plus une vision et on l'annonce un peu en avance. On travaille en ce moment sur des objets qui bougent tout seuls. C'est-à-dire que comme on a en fait la capture de mouvement en temps réel, imaginez des hélicoptères, des chars, des voitures, tout ça, ça va être des petits jouets qu'on adore, parce qu'on est quand même, chez ePown, on est un peu des grands enfants, et ça va permettre de les téléguider et de jouer online. C'est-à-dire que quand vous allez bouger votre pion, vous allez avoir sur le même plateau les autres pions de vos adversaires qui sont online, qui vont bouger automatiquement. Qui sait, peut-être que d'ici peu, on pourra se prendre pour Harry Potter et donner l'ordre de bouger aux pièces d'une partie d'échecs. Au CES, la réalité rejoint presque la fiction. Malgré la fatigue qui commence à s'accumuler, Gonzague reste motivé pour un dernier bain de foule. Direction le hall sud où nous attendent des jouets high-tech pour enfants. Enfin, pour grands enfants. Les États-Unis, c'est le pays de la voiture et justement, le CES est aussi l'occasion pour les plus grands constructeurs de dévoiler les modèles les plus high-tech au monde. Pour ce dernier jour au CES, nous ne sommes pas dans un vaisseau spatial, nous sommes sur le stand d'Audi qui a mis le paquet sur les néons. Mais alors pourquoi une marque d'automobile? Eh bien parce que les technologies s'appliquent aussi dans l'automobile de façon plus intense que ce que vous pouvez croire. La grande nouveauté de ce CES et en fait de cette année, ce sont les interfaces kinétiques, c'est-à-dire la gestion de la voiture avec le mouvement. Principal souci des constructeurs, rendre la conduite plus sécuritaire, mais aussi réduire le temps de voyage en optimisant le trajet. C'est donc sur ces deux aspects que se concentrent les innovations. Alors l'autre chose et grande tendance importante de cette année et des années à venir, ce sont les voitures connectées. Venez à bord. Alors ça c'est une voiture vraiment très haut de gamme. Ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle embarque à bord une quantité d'électronique qui dépasse largement la somme de plusieurs ordinateurs. Il y a l'électronique qui sert à contrôler la voiture, il y a l'électronique qui sert pour le divertissement parce qu'elle est équipée d'un écran à l'avant mais aussi d'écran à l'arrière, de sièges massants, du GPS, d'une caméra infrarouge qui voit la nuit. La liste est quasiment infinie. Elle intègre ici un petit pavé tactile. Et l'idée de ce pavé tactile, c'est que plutôt que d'avoir à chercher avec la molette les lettres qu'on doit taper pour donner une adresse au GPS, on peut les dessiner. C'est pas encore très pratique, mais le système vous lit les lettres tout en continuant à regarder devant soi. Please say the house number, street, city and state. Las Vegas Boulevard, Las Vegas, Nevada. The list is being loaded.
Please say the entry with the line number. Line 1. Start route guidance. Thanks Demo for the mode tip. is active. La voiture ne conduit pas encore toute seule, mais on n'en est pas si loin. Bon, j'aurais bien passé ma journée dans cette voiture, mais il faut quand même qu'on aille voir les autres. Un peu plus loin, Mercedes a vu les choses en grand. Ce tableau de bord totalement conceptuel s'appelle DICE. Il mélange réalité augmentée et contrôle gestuel. D'un simple mouvement de la main, on pourra faire apparaître des informations sur le pare-brise, la vitesse de la voiture, mais aussi une multitude d'autres indications. En passant devant un restaurant, on pourra ainsi d'un geste afficher le menu ou les heures d'ouverture. Cette fois, ça y est, la fin du salon est proche. La plupart des stands sont déjà en train de plier boutique. Nous retrouvons Gonzague pour sa conclusion. Et voilà que le CES s'achève, ainsi que notre séjour à Las Vegas. Nous allons rentrer en France. Notre petite conclusion suite à ce séjour, c'était fatigant, mais plein de rencontres sympathiques. Pas de grosses annonces, mais ce qui est très intéressant dans le CES, comme dans la plupart des salons, c'est qu'ils définissent les tendances. Les tendances sont donc les télés connectées, les voitures connectées, l'embarquement de plus en plus de technologies dans tous les objets qu'on utilise au quotidien. Et ce pourquoi, en théorie, nous simplifier et nous améliorer la vie, parfois ça la rend un peu plus compliquée. Allez, bye bye! Le salon est peut-être terminé, mais Gonzague n'a pas fini de travailler. Il trie encore ses photos et ses vidéos pour les publier au plus vite sur le site de Game One. Ça y est, cette fois, c'est la fin. Juste le temps de prendre des forces avant de monter dans le taxi, et c'est reparti pour 14 heures de vol.